Bonjour, je m'appelle Jérôme Sainte-Marie et depuis une trentaine d'années, j'exerce la profession de sondeur et par ailleurs, j'ai une activité, disons, d'analyste politique dans différents médias. Le sondage qui m'a le plus intéressé, c'est celui qui a été réalisé il y a 2 ou 3 semaines par l'Institut OpinionWay. Plus précisément, la première question, vous intéressez-vous à la campagne pour l'élection présidentielle? Seuls 46% des Français répondaient oui. Et on peut penser que parmi ces 46% de Français qui répondent positivement à cette question sur l'intérêt pour la campagne, une bonne partie le font presque par courtoisie à l'égard du sondeur. Donc je crois que le point principal, c'est qu'on a une opinion mal cristallisée. Disons que tous enregistrent à peu près la même chose, c'est-à-dire une formidable dynamique pour les intentions de vote ou les préférences de vote pour Éric Zemmour. Est-ce que les courbes se sont réellement croisées, comme le dit l'Institut Harris? Je remarquerai simplement que c'est le seul institut à le prétendre. Encore une fois, c'est le seul institut de sondage qui dit cela. Ça répond tellement à une attente des journalistes, à une attente d'une partie de l'opinion, à une attente aussi des adversaires d'Éric Zemmour qui aiment bien se faire peur, qu'on ne parle que de ce sondage Harris. Le sondage Elabe qui a suivi indiquait, je crois, 2 ou 3 points d'avance pour Marine Le Pen. C'était également le cas du sondage BVA tout à fait récent, qui donnait 2 ou 3 points d'avance. Et enfin, le sondage IFOP, là par contre, ça s'était beaucoup resserré, mais c'était quand même encore, la hiérarchie des candidats était encore une avance pour Marine Le Pen. Évidemment, comme il y a une dynamique qui est plutôt à la convergence des courbes, peut-être que ce dépassement aura lieu. Mais le but d'un institut de sondage n'est pas, d'anticiper les événements, n'est pas de dire j'ai été le premier à voir le croisement des courbes, c'est de constater ce croisement des courbes quand il a lieu. Si j'en juge par la production des différents instituts, encore une fois, un seul institut constate cela. Alors, les conditions de recueil, maintenant, c'est homogène, c'est-à-dire tout est fait par Internet, en tout cas pour les intentions de vote. Et ça a donné d'excellents résultats, il faut le rappeler quand même, à l'élection présidentielle de 2017. Et ça a donné de très mauvais résultats, tout le monde le reconnaît, aux élections régionales de 2021. Tout simplement parce qu'en 2017, 78% des Français inscrits sur la liste électorale sont réellement allés voter. Alors qu'on sait que l'abstention a été massive pour les scrutins intermédiaires. Et c'est là où nous avons collectivement une difficulté. On essaye de savoir qui va aller voter. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de dire qu'on ne va pas aller voter, qu'on va s'abstenir, que de dire qu'on va voter pour telle ou telle formation politique. On n'a plus de problème de déclaratif, notamment sur le vote Rassemblement national, qui était un de nos gros obstacles. Mais inversement, beaucoup de Français, en toute bonne foi, si on leur demande si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, irez-vous voter? Ils nous répondent oui. C'est pas seulement pour faire plaisir ou par convention sociale, c'est aussi parce que ils se disent bah oui, pourquoi pas. Mais en fait, on n'est pas sûr qu'ils le feront. C'est pour cela que désormais, on a une question d'intérêt d'intention d'aller voter, qui prend le plus souvent la forme d'une notation. Sur une échelle de 0 à 10, pouvez-vous vous positionner, c'est-à-dire que si vous dites 0, c'est que vous êtes absolument certain de ne pas aller voter, et 10, que vous vous affirmez comme totalement résolu à aller voter. Alors c'est là où il peut y avoir des différences entre instituts, où il y a des différences entre instituts. Certains prennent uniquement la note 10, donc de filtre l'ensemble des réponses à partir de cette note, donc une bonne partie de l'échantillon disparaît, parfois jusqu'à 50% quand même d'échantillons disparaît, ce qui pose un vrai problème, parce qu'il y a très peu de chances qu'il n'y ait que 50% de participation à la prochaine présidentielle. D'autres vont jusqu'à la note 8, donc 8, 9, 10, vous avez davantage de monde, vous pouvez avoir à peu près les 3/4 de votre échantillon, de gens inscrits donc, qui sont compris dans les intentions de vote. Mais c'est très difficile, parce que cette question méthodologique se posera en termes très différents au mois de février, mars, avril, parce que là, les gens seront tous dans la campagne électorale, seront tous informés et seront tous en train véritablement de choisir. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens sont, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, assez indifférents. Ils attendent que le monde politique se mette d'accord, que ça soit décanté à gauche, décanté à droite, décanté au-delà, décanté même chez les écologistes. Est-ce que les gens savent vraiment que c'est M. Jadot qui a été désigné? Je ne le crois pas.
tant et si bien que vous additionnez dans votre échantillon à la fois des intentions de vote, des gens qui effectivement, avant de répondre au sondage, ils savaient qu'ils allaient voter pour, je sais pas, pour Jadot ou Mélenchon ou un autre, et d'autres qui simplement ne savent pas du tout quand est-ce que vont avoir lieu les élections, même s'ils le savent, ils ne savent pas quelle est l'offre. On leur propose cela, ils découvrent la liste, et d'ailleurs, ils voient bien que ce n'est pas fixé, puisqu'il y a plusieurs hypothèses, notamment parce qu'on n'est pas sûr du candidat choisi par les Républicains. Et donc, ils choisissent ça, mais c'est une préférence de vote à un moment donné sur une offre qui vient de découverte à l'instant, qui ne les engage pas vraiment. Et donc, ça introduit des variations que l'on constate ensuite entre instituts. Variations très importantes entre les instituts, j'insiste là-dessus, qui seront, à mon avis, appelés à se réduire quand on se rapprochera de l'élection, parce que là, on sera dans le dur. C'est-à-dire qu'on aura véritablement, on recueillera, pas 100%, mais pour l'essentiel, nos intentions de vote seront réellement les intentions de vote. Alors, on dit parfois que les sondages font la campagne et pas le vote. On peut dire aussi, c'est ce que j'ai écrit, que les sondages n'ont jamais autant de poids politique qu'au moment où ils ont le moins de réalité. C'est-à-dire maintenant. Pourquoi ? Parce que quand on fait des sondages en septembre, octobre, novembre, il est très clair, et ce n'est pas uniquement le cas pour cette élection-là, c'est à chaque fois à peu près le même phénomène, que ces sondages jouent un rôle décisif parfois sur l'offre politique finale. Telle ou telle formation politique va se déterminer dans sa désignation du candidat en fonction de son poids dans les sondages, dans les intentions de vote qui sont réalisées, encore une fois, à un moment donné où, pour beaucoup de Français, ça demeure une parfaite abstraction. Donc, on voit bien que c'est ce qui se joue actuellement dans la compétition, notamment entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, est lié strictement à ces sondages. Et donc, malgré ses défauts, malgré le fait que c'est ceux qui s'intéressent à la vie politique actuellement, ceux qui s'y intéressent constamment en réalité, c'est plutôt les lecteurs de la presse écrite, ceux qui regardent les émissions politiques. On connaît leur profil. C'est un profil CSP+, et retraité. Et inversement, ceux qui ont plutôt une clientèle populaire, eh bien, ceux-là sont désavantagés dans cette période particulière, parce que même si les catégories populaires vont sans doute aller voter à la présidentielle, pour l'instant, ils s'y intéressent peu, et donc ils sont particulièrement sensibles simplement à l'affichage médiatique. On voit bien que il y a une importance des sondages, et on s'est souvent demandé si c'était il y a d'un point de vue, comment dirais-je, dans les cours sur les sondages, on fait la distinction entre l'effet Bandwagon, c'est-à-dire un sondage qui donne Monsieur A devant Monsieur B, eh bien, va favoriser Monsieur A, et d'autres prétendent qu'il y a un effet underdog, c'est-à-dire un effet de rattrapage en quelque sorte, et que si on met A en tête, ça va plutôt stimuler les sympathisants de Monsieur B qui vont se mobiliser. Il y a eu toutes sortes de débats, notamment au moment des référendums sur l'Europe. Certains disaient si le non arrive trop tôt, par exemple, en tête dans les sondages, ça va remobiliser les électeurs du oui. Bon, en fait, la question me semble assez tranchée. Les sondages n'ont pas tant que ça d'influence directe sur le vote des Français, puisque les gens savent à peu près ce qu'ils veulent. Mais ça a une influence indirecte très importante. Il est évident que si vous êtes haut dans les sondages à la sortie de l'été, vous allez être traité de manière beaucoup plus complaisante. Et par la presse, vous allez faire l'événement. On a connu ça dans des élections précédentes. Je rappellerai simplement la différence entre le traitement médiatique de M. François Bayrou aux élections, que je ne me trompe pas, de 2002 et de 2007. C'est le même personnage. François Bayrou, il dit exactement la même chose. À ces deux occasions-là, à l'automne 2001, il y avait eu en plus le 11 septembre, tout cela, il était à 2 ou 3%, on se moquait de lui, on se moquait de sa campagne, et de fait, il a été très handicapé par ça. Pour d'autres raisons, parce qu'il y avait eu quelques formules chocs, à l'automne 2006, avec exactement le même programme, les mêmes propos, le même entourage à peu près, eh bien là, il gagne, il progresse de quelques points. Ça attire l'attention, il est aussitôt invité un peu partout et il est traité avec une considération tout à fait différente, et ce qui fait qu'il va faire une très belle campagne en 2006-2007. Oui, bien sûr, les sondages ont une influence. En effet, durant les 2 premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a connu à la fois de nombreuses réformes et surtout une conflictualité sociale énorme. Donc c'était une société très politisée. Ça rappelait un peu les années 70 d'ailleurs, en 2017, 2018, 2019. Et puis on était à ce moment-là dans pleine réforme des retraites. Eh bien, arrive la pandémie
Et là, de fait, ça va complètement changer la donne et ça va arrêter cette spirale d'opposition entre une partie du pays et une autre. Et ça produit très probablement un effet de dépolitisation, parce qu'au lieu que les gens, comment dirais-je, soient dans un rapport d'exigence par rapport à l'État, ce qui est le propre d'ailleurs de la démocratie, hein, c'est comme ça que ça se construit, eh bien les Français sont retrouvés dans un état de dépendance par rapport à l'État. Dépendance sanitaire, dépendance financière, et puis également, ils ont été assujettis à toutes sortes de tracasseries peut-être nécessaires, mais qui en tout cas ont complètement détourné de la vue des Français, disons, la perception d'ensemble, et le train même de la politique conduite. Donc effectivement, ça a interrompu la vie politique et sociale. Certains considèrent que c'est peut-être reculer pour mieux sauter s'il y a un second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais de fait, oui, il y a bien sûr un phénomène de dépolitisation qui s'est traduit d'ailleurs par des abstentions massives lors des élections municipales, mais aussi lors des élections suivantes, départementales et régionales. Oui, alors le projet explicite d'Éric Zemmour, c'est bien une forme d'union des droites. De ce point de vue-là, il est un peu sur les traces de Marion Maréchal. Est-ce que ça invalide ma présentation des choses? C'est un vrai débat. Moi, les choses ne sont pas fixées. Il y a une époque où le clivage gauche-droite était effectivement prédominant. Il m'a semblé, et il me semble encore tout de même, qu'il est remplacé par un clivage plus profond, plus essentiel. Le clivage, grosso modo, qu'on avait constaté lors des référendums européens en 1992 et en 2005, c'est-à-dire le clivage entre bloc élitaire et bloc populaire. Alors, il faut quand même ne pas être totalement aveuglé par ce qui se passe autour d'Éric Zemmour et bien constater que celui qui est le mieux placé aujourd'hui pour la prochaine élection, c'est bien sûr Emmanuel Macron, qui a un socle très large. Emmanuel Macron, moi je ne le caricature pas comme un président de droite ou comme un président de gauche. C'est quelqu'un qui effectivement assume, et avec constance et conviction, un discours et gauche et droite. Il est encore dans une position très forte. C'est quand même un peu l'éléphant dans le couloir. On ne veut pas le voir, mais c'est ça quand même ce qui domine la sphère politique actuellement. Vous avez ensuite Marine Le Pen qui persiste à être dans une ligne ni gauche ni droite. Ce que vous avez eu, c'est que d'une part, Jean-Luc Mélenchon, qui s'était éloigné du signifiant gauche, qu'il n'avait pas utilisé pour la campagne de 2017, lui s'est complètement réaligné sur la gauche à partir de 2018. Et il a trouvé un peu comment dirais-je, à qui parler avec Éric Zemmour, d'où d'ailleurs ce débat Mélenchon-Zemmour, qui était de manière totalement évidente une volonté de rétablir totalement ce clivage gauche-droite au profit de chacun des deux. Apparemment, ça a plus profité à Éric Zemmour qu'à Jean-Luc Mélenchon, mais ça lui a profité aussi un petit peu au chef de la France Insoumise. Véritablement, on voit les choses en train de se faire. Moi, je ne crois pas que ce soit durable. Je pense que lorsque les catégories populaires, notamment, vont rentrer véritablement dans la campagne, on va retrouver cette opposition qui est une opposition avant tout sociologique entre la France d'en haut et la France d'en bas. C'est ce que je dis et dit par d'autres avec d'autres mots, notamment Christophe Guillet quand il parle de la revanche des gens ordinaires. Donc, à mon avis, ça sera à ce moment-là, parce que là, on est dans une période qui est encore une fois très artificielle, y compris sur la candidature d'Éric Zemmour. Il parle de ce dont il veut parler, et il se tient éloigné pour l'instant des dossiers économiques et sociaux, où là il aura des choix à faire qui peuvent diviser les gens qui sont intéressés par sa candidature sur les sujets strictement identitaires, sécuritaires, nationaux. Donc à ce moment-là, je crois que la vérité des prix, en quelque sorte, va se réveiller, et qu'on aura du coup une opposition qui sera encore une fois beaucoup plus conforme aux oppositions sociologiques qu'à une opposition idéologique, à mon avis, réchauffée, surfaite, entre gauche et droite.